Vaste question. En fait, un musée n'existe au fond que par le rassemblement d'un certain nombre de collections. Les collections sont extrêmement, je ne vais pas dire disparates parce que le terme est maladroit, extrêmement diverses, en ce sens que les parties les plus anciennes de la collection dite de la Porte de Halle, qui a été longuement conservée à la Porte de Halle, a été constituée par les ducs de Bourgogne au XVe siècle, donc ça n'est pas récent évidemment. Elle est passée par diverses vicissitudes, finalement, avant d'arriver entre les mains de l'État belge, qui a finalement confié aujourd'hui sa gestion à l'Institut, au Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, même si officiellement c'est toujours au Musée royal d'art et d'histoire, mais enfin, c'est chez nous dans les faits. D'autres ont été créés beaucoup plus récemment. Les collections aéronautiques, bien entendu, elles datent en gros de la Première Guerre mondiale pour les pièces les plus anciennes. Il en est de même pour les blindés, qui sont un phénomène qui est lié à la deuxième partie de la Première Guerre mondiale. Donc les collections sont extrêmement diverses et ont des origines extrêmement diverses qui est liée à l'histoire de notre pays, en fait, tout simplement. Les pièces liées à la période hollandaise, elles datent de la fin du début du 19e siècle, à la période autrichienne de la fin du 18e. Là, c'est extrêmement divers. Alors l'histoire du musée, que vous en dire, si ce n'est qu'il a été assez rapidement donc, constitué vers 1910 comme un établissement muséal dépendant à l'époque du ministre de la Guerre, on ne parlait pas encore du ministre de la Défense, et puis qu'il a eu un certain nombre d'évolutions, toujours au sein de la Défense, devenant dans les années 2002, 2003, quelque chose comme ça, un service de l'État à gestion séparée pour lui permettre de disposer d'une certaine autonomie de gestion, mais toujours à l'intérieur de la structure ministère de la Défense, jusqu'à ce qu'en mai 17, le gouvernement décide de la création du War Heritage Institute, dont la vocation était, et est toujours, de rassembler dans une seule structure tout ce qui est lié au patrimoine militaire historique fédéral, de telle manière que nous rassemblons en fait aujourd'hui 6 musées, dont le musée de l'armée est bien entendu notre vaisseau amiral, mais nous avons aussi Brendong, témoin de la répression nazie en Belgique. Nous avons Bastogne Barracks qui évoque les combats de la Deuxième Guerre mondiale et en particulier la guerre mécanisée. Nous avons le Dodengang à Dixmude qui évoque les tranchées de la Première Guerre mondiale, le Camelback qui est un bunker de commandement datant de la guerre froide. Nous avons toujours le site de Brascade, qui est un site dédié à l'artillerie et aux véhicules blindés post-1945. Mais ce site va prochainement, dans les quelques années qui viennent, fermer. Et les collections vont être déplacées à Ypres, où elles seront exposées sur un territoire beaucoup plus important, puisqu'on passe de 6 000 m² à 18 000 m², avec des hangars en bien meilleur état, qui nous permettront de présenter ce qui est encore un open dépôt, dans de bien meilleures conditions de visite pour le public. Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a le musée et il y a l'Institut, donc le War Heritage Institute. Le War Heritage Institute a défini un plan stratégique qui prévoit un certain nombre de projets concrets dans les années futures. Alors, en particulier, notre action principale, notre stratégie principale, c'est la remise à niveau de tous nos sites. Mais cette remise à niveau, elle est conditionnée par quelque chose d'assez, simple, qui s'appelle les moyens disponibles. Les moyens tant humains, évidemment, que financiers. Et considérant les moyens financiers, il est évident qu'on ne peut pas faire grand-chose au cinquantenaire, vu son immensité même, 35 000 m², de l'ordre de 130 000 objets de collection, dont 26 000 exposés. Vous imaginez bien que dès que l'on fait quelque chose, on parle tout de suite en dizaines de milliers d'euros. Par contre, avec les mêmes sommes, on peut faire des choses intéressantes dans nos sites régionaux, qui sont des sites avec une autre ambition. Ce sont principalement des open dépôts. Mais quand on peut mettre 100 000 euros quelque part, à Bruxelles, c'est une goutte d'eau dans la mer. Si on fait ça à Bastogne, à Brascade, au Camelback, au Dodengang ou à Brendong, on peut, pour ce prix-là, remettre vraiment le site à niveau. Donc notre stratégie sur ce plan stratégique qui durera jusqu'en 2025, c'est d'abord de se concentrer sur tous nos sites, mais prioritairement sur les sites hors Bruxelles.
Alors, ce n'est pas un choix facile, ça n'a pas été un choix facile à faire, c'est un choix raisonné. Néanmoins, on investit toujours à Bruxelles. Et entre autres, on a prévu des investissements pour l'instant dans la salle 14-18, on est occupé à les faire. Vous aurez peut-être remarqué, si vous êtes venu récemment au musée, qu'il y avait des nouvelles photos sur les murs. Vous aurez remarqué, maintenant on vient d'installer une reproduction réduite du panorama de l'Isère qui est dans le code de collection, mais qui n'est pour l'instant pas exposable, tout simplement faute d'espace. Il faut 100 et quelques mètres de développement pour pouvoir le présenter. Donc, ce bâtiment n'existe tout simplement actuellement. Donc nous sommes en train de travailler pour essayer d'améliorer tout ce qui peut l'être. Nous travaillons aussi sur les collections du 19e siècle. On travaille aussi sur un rafraîchissement en profondeur de la salle des armes et armures, justement, qui était fermée en partie depuis de nombreuses années, qui va être réouverte prochainement et qui va donc évoquer complètement cette collection rassemblée à l'origine par les ducs de Bourgogne. Donc tous ces investissements relativement modestes, mais sont en train de se faire, et je vous dis, la salle des armes et armures, en principe, elle sera inaugurée fin octobre dans sa version rénovée. Donc voilà, ça c'est notre stratégie pour l'instant. Travailler partout, c'est possible, dans les moyens limités, tant au plan humain qu'au plan matériel dont nous disposons, de façon à essayer d'offrir aux visiteurs une expérience de visite meilleure, plus agréable que ce à quoi ils pouvaient avoir droit précédemment. Oui, alors le bâtiment il est extraordinaire. Il a été créé en 1880 pour le cinquantenaire de la Belgique, de son nom, le cinquantenaire. C'est un bâtiment extraordinaire, il est majestueux, il est au cœur de Bruxelles, il est plein d'atouts. Et puis alors, à côté de ça, c'est un bâtiment très inadapté pour être un musée, il n'est pas chauffé en partie, enfin une partie des salles ne sont pas chauffées, il n'est pas isolé, il n'est pas climatisé, il n'est pas climatisable dans la situation actuelle. Du point de vue énergétique, disons qu'il n'est pas très écologiste, c'est à moins qu'on puisse dire. Il connaît beaucoup de problèmes de dégradation de ses toitures. La régie des bâtiments, et je ne suis pas en train de mener une charge comme mes collègues de la régie, ils font ce qu'ils peuvent, et ils sont lancés pour l'instant dans un grand projet de rénovation des toitures que j'apprécie énormément. Mais c'est vrai qu'on vient de loin avec énormément de plaques de verre fendues, avec comme conséquence qu'il pleut dans les bâtiments assez régulièrement. Les bâtiments sont vieux, fragiles, les grandes tempêtes qu'on connaît parfois ont des effets assez délétères. Et donc le bâtiment est à la fois un avantage, c'est aussi une charge et une difficulté, il faut le savoir. Alors, en tant que tel, le bâtiment, vous le savez, s'inscrit dans un projet de rénovation globale du cinquantenaire. Donc le gouvernement fédéral, et j'aime le souligner, c'est une excellente initiative, souhaite remettre le cinquantenaire à niveau pour le bicentenaire de l'indépendance de la Belgique en 2030, une initiative que je ne peux qu'approuver et encourager. Et avec mon collègue d'ailleurs des musées royaux d'art et d'histoire et ma collègue de l'Institut royal du patrimoine artistique, qui sont aussi des locataires du site du cinquantenaire, nous faisons partie des différents groupes de travail qui planchent sur ce projet. Nous tenons chaque fois à rappeler qu'il est important de tenir compte des utilisateurs et des principaux locataires de ces sites, c'est-à-dire des trois instances fédérales, trois établissements scientifiques fédéraux qui occupent l'espace et qui ont des exigences et des besoins en matière d'étanchéité, de conservation, d'isolation, de protection des bâtiments, qui sont vraiment à prendre en considération. Bon, nous sommes écoutés, je peux dire, dans une ambiance très constructive. Mais voilà, c'est notre grand enjeu pour demain. Ce bâtiment est merveilleux et en même temps totalement inadapté. Donc notre objectif, c'est qu'il reste merveilleux, mais qu'il soit un peu plus adapté à nos besoins à terme.
Alors les collections, ce sont des collections liées à l'histoire militaire de notre pays. Donc ce sont des uniformes, des armes, des équipements militaires, des armures, des avions, des canons, des mitrailleuses, des lance-flammes, des chars, tout ce qu'on peut imaginer. Et elles couvrent en gros un millénaire. Donc nous avons des collections qui remontent plus ou moins au XIIe siècle, même s'il y en a peu de cette période très ancienne, et qui vont jusqu'à aujourd'hui, globalement, même si la période post-45 n'est pas présentée pour le moment, faute en fait d'un projet d'espace pour pouvoir les présenter. Mais elles existent, elles sont dans les réserves. Et ces collections donc, prennent différents aspects. Vous avez des uniformes, vous avez des armes blanches à feu. Elles font l'objet d'études, d'inventorisation, de digitalisation de façon à ce qu'on puisse les connaître avec un certain niveau de précision. Et ces collections, elles sont évidemment en perpétuelle évolution. Je veux dire par là que, bien sûr, il y a un fond qui est historique, qui est ici dans la maison depuis très longtemps, mais ce fond, il est sans cesse enrichi. Nous rentrons bon an, mal an entre 800 et 1000 objets supplémentaires dans les collections. Quand vous savez qu'on en a à peu près 130 000, vous voyez tout de suite que notre enrichissement, il est pas mal. Compte tenu des moyens disponibles, encore une fois, on ne peut pas non plus mettre énormément d'argent là-dedans, mais on acquiert pas mal de choses, on reçoit pas mal de choses, on échange aussi de temps en temps, assez rarement, parce que c'est quelque chose où il faut être très 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 prudent. Mais nous essayons au mieux d'enrichir les collections de façon, évidemment, encore une fois, à jouer notre rôle d'établissement scientifique et de conserver des objets qui sont en lien avec l'histoire militaire de notre pays. Ainsi, un exemple tout à fait intéressant, on a rentré le sabre et une paire de pistolets qui ont appartenu au bourgmestre de Gand pendant la période française. Et donc ce sont des pièces tout à fait exceptionnelles, bien entendu. Écoutez, c'est quelque chose à quoi je suis extrêmement sensible, en ce sens que, à côté de mes fonctions ici, je suis aussi par ailleurs administrateur de la Fondation Auschwitz. C'est dire si le nazisme ou ces théories un peu nauséabondes ne font pas partie des choses qui me tiennent à cœur, enfin qui m'intéressent ou que j'apprécie. Donc nous avons la chance d'avoir une équipe de jeunes historiens, et donc la salle 40-45 qui était largement rénovée il y a 2 ans, maintenant juste avant la crise de la Covid en fait, a été saluée par toute la presse pour justement la nuance qu'elle a introduite dans la présentation des objets. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, conséquence sans doute du développement des réseaux sociaux. Nous vivons de plus en plus dans un monde où on est pour, on est contre, c'est blanc, c'est noir. La nuance n'est pas nécessairement aujourd'hui quelque chose qui est très apprécié et très pris en compte. Or, je pense que la nuance, c'est bien souvent la réalité. Et donc, nous essayons de présenter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale sans complaisance pour personne, mais avec les nuances nécessaires, c'est-à-dire sans dire les collaborateurs étaient des salauds, mais en disant les collaborateurs, ils ont fait des choix. Et il faut savoir que sur 100% de la population belge, environ 5% a fait un choix. 2,5% pour la résistance et 2,5% pour la collaboration. Alors, derrière ça, il y avait tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises, mais il faut le connaître, il faut le reconnaître. Vous aviez des composantes d'adhésion, tout simplement, aux théories fascistes, nazies. Vous aviez la haine du communisme, vous aviez une dimension nationaliste chez certains. Tout ça se retrouve, et tout ça nous essayons de le dire, sans porter de jugement, en disant simplement, voilà, ça c'est l'histoire. Nous n'avons pas à juger, nous avons à expliquer, à faire prendre conscience aux gens. Et vous avez tout à fait raison de le dire, il y a dans ce musée, mais c'est la force des choses, le musée est fort ancien, dans une grande partie de ses présentations, des choses qui sont dites d'une manière qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui.
Et c'est un de nos soucis, de nos préoccupations, c'est lorsque nous prenons en main la rénovation d'un espace, c'est d'essayer justement d'introduire des nuances qui parfois n'y sont pas aujourd'hui, parce qu'elles ont été construites dans les années 20, et que dans les années 20, on avait un autre discours qui était parfois plus paternaliste, parfois plus machiste, parfois même colonialiste, disons-le, et qui était le discours normal, entre guillemets, de l'époque, qui est un discours qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Donc nous essayons, quand c'est possible, quand nous faisons une salle, quand nous rénovons quelque chose, de tenir compte de toutes ces nuances pour essayer d'y apporter justement une vision plus actualisée, plus moderne d'un moment historique, sachant aussi, il faut bien le dire, et c'est peut-être quelque chose qui est important de souligner, c'est qu'un musée, ce n'est pas un livre d'histoire. Un musée, c'est un endroit où, sur la base des objets que l'on possède, on essaye de présenter des éléments liés à l'histoire. Je prends un exemple caricatural, et nous n'avons pas ça dans nos collections, mais imaginons que l'on ait un objet personnel qui aurait appartenu à quelqu'un comme Hitler ou comme Mussolini, par exemple. Devons-nous ou pas l'exposer? Et c'est une question éthique, en fait. Pour nous, c'est une pièce exceptionnelle, c'est une pièce liée à une personnalité importante de l'histoire, que l'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, hein, c'est pas ça la question. Mais est-ce que, si on la présente, est-ce qu'on fait la biographie de cette personne? Si on ne la présente pas, est-ce qu'on fait de la rétorsion d'informations? Voilà. Et vous êtes parti dans un débat qui est à peu près sans fin. Donc nous essayons, dans la mesure du possible, de présenter les belles pièces que nous avons, mais chaque fois en les contextualisant, en expliquant en quoi ces pièces sont importantes pour le message que nous essayons de faire passer, mais sans cacher les aspects parfois très noirs de certains personnages qui sont évoqués dans nos salles. On a, dans l'espace consacré à la Shoah par balle, vous allez trouver un uniforme de général SS qui a très vraisemblablement, il y a eu toute une polémique qui a été lancée il y a quelque temps par des gens là-dessus, mais qui est très vraisemblablement, la propriété a été portée par le général Hermann Fegelein, qui était le beau-frère d'Adolf Hitler. Bon, on a fait des tas de vérifications, nous avons une confirmation par la famille Fegelein, donc c'est effectivement à 99% de chance l'uniforme porté par Fegelein. Mais Fegelein, c'est un assassin. Voilà, au plan éthique, c'est quelqu'un qui faisait partie d'une organisation criminelle qui était la SS, qui était définie comme telle à Nuremberg, et puis était un assassin qui a assassiné des tas de gens dans le cadre de la Shoah par balle. Faut-il le montrer ou pas? Je crois qu'il faut le montrer en expliquant, parce que c'est une réalité historique que nous avons. Voilà.